Son fils l'a abandonné sans savoir que dans la valise étaient cachés des millions de dollars. Imaginez un instant que vous consacrez toute votre vie à un enfant, que vous lui donnez tout ce que vous avez, que vous sacrifiez vos rêves, votre jeunesse, votre santé. Et quand vous arrivez enfin à l'âge où vous avez le plus besoin de cet amour en retour, ce même enfant vous jette au milieu de la route comme si vous étiez une ordure. Imaginez maintenant que dans la valise qu'il a laissée jeter à côté de vous, il y a caché 3 millions de dollars dont il n'a jamais su l'existence. Que feriez-vous? C'est l'histoire de Béatrice, une femme de 72 ans qui a été abandonnée par son propre fils au milieu du désert, sans imaginer que cet acte de cruauté changerait sa vie de la manière la plus inattendue. Restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Et peut-être, juste peut-être, cela vous fera voir la vie différemment. Mais avant de commencer et de découvrir le miracle de cette femme courageuse, offrez-moi un like sur cette vidéo et racontez-moi en bas d'où vous me suivez en ce moment. Nous suivez-vous depuis le Mexique, la Colombie, l'Espagne, les États-Unis? Chaque commentaire que vous laissez est une étreinte qui m'atteint. De cette façon, vous m'aidez à continuer à raconter ces histoires qui touchent l'âme et vous me donnez la force de poursuivre ce beau travail que j'aime tant. Le soleil de midi tombait comme du plomb fondu sur l'autoroute interétatique qui traversait le désert d'Arizona. L'asphalte ondulait sous les vagues de chaleur, créant des mirages qui dansaient à l'horizon infini. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel bleu intense, ce bleu impitoyable qui n'offre pas un gramme de miséricorde. Des deux côtés de la route, la terre aride s'étendait jusqu'à l'horizon, parsemée seulement de quelques buissons secs et de cactus saguaro qui se dressaient comme des sentinelles silencieuses de cette immensité implacable. C'était le genre d'endroit où la vie humaine semblait insignifiante, où le silence était si profond que l'on pouvait entendre les battements de son propre cœur. Le seul bruit était le gémissement occasionnel du vent chaud qui entraînait de petits nuages de poussière rougeâtre à travers le paysage désolé. Il faisait si chaud que l'air lui-même semblait vibrer, distordant la réalité comme si tout faisait partie d'un rêve fiévreux. Au milieu de ce décor apocalyptique, une berline noire de luxe était arrêtée sur le bas-côté de la route. Le moteur tournait encore, émettant un ronronnement doux qui contrastait violemment avec la tension qui régnait dans l'air. La porte du passager était grande ouverte et à côté d'elle, agenouillée sur l'asphalte brûlant, se trouvait Béatrice Mendoza. Ses mains ridées, marquées par des décennies de dur labeur, pressait contre le pavé chaud, tandis que son corps était secoué de sanglots qui semblaient venir du plus profond de son âme. Elle portait une robe bleu clair, simple mais digne, la même qu'elle avait repassée soigneusement ce matin-là, sans savoir qu'elle serait témoin de la pire trahison de sa vie. Ses cheveux blancs comme neige étaient relevés en un chignon bas qui se défaisait maintenant à cause de la chaleur et de l'angoisse. Les larmes coulaient sur ses joues ridées. Chacune de ses rides racontait une histoire d'amour, de sacrifice et d'espoir. À quelques mètres d'elle, une valise en cuir marron ancienne reposait sur la poussière du bas-côté. C'était une valise d'une autre époque, avec des fermoirs en bronze oxydé et des sangles en cuir usé. Elle avait appartenu à sa mère, puis à elle, et elle contenait bien plus que des vêtements et des souvenirs. Mais Béatrice n'y pensait pas à ce moment-là. Elle ne pouvait penser qu'à l'homme qui se tenait devant elle, l'homme qui était sorti de son propre ventre 72 ans plus tôt. Roberto Mendoza avait 45 ans et était habillé comme s'il sortait d'une réunion d'affaires importante. Sa chemise blanche était impeccablement repassée. Son pantalon de costume marron clair n'avait pas une ride et ses chaussures de ville brillaient même sous le soleil impitoyable du désert. Ses cheveux châtains foncés étaient peignés en arrière avec du gel et à son poignet brillait une montre qui coûtait plus que ce que beaucoup de familles gagnaient en un an. Mais ce qui était le plus perturbant dans son apparence n'était pas ses vêtements chers ni sa posture arrogante, c'était la batte de baseball qu'il tenait dans ses mains, une batte en aluminium qu'il balançait avec des mouvements nerveux et menaçants tout en regardant sa mère avec un mélange de rage et de mépris qui glaçait le sang. « Lève-toi » grogna Roberto. Sa voix rauque par des années d'alcool et de ressentiment. « Lève-toi tout de suite et arrête de te ridiculiser, vieille. » Béatrice leva les yeux vers lui, ses yeux bruns encore brillants malgré l'âge, maintenant brouillés par les larmes. Dans ses yeux, il y avait une question silencieuse, une supplication sans mots qui le suppliait de se rappeler qui elle était, qui elle avait été pour lui toute sa vie. « Roberto, s'il te plaît, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « S'il te plaît, mon fils, ne fais pas ça. Nous pouvons parler, nous pouvons arranger ça. Quoi qu'il se passe, nous pouvons l'arranger. » Le rire de Roberto fut amer, presque hystérique. « Comment l'arranger, mère? Comment arranger 45 ans à gâcher ma vie? Comment arranger m'avoir transformé en la honte de la famille ?» Il frappa la batte contre le sol avec une telle force que Béatrice sursauta, recroquevillant son corps fragile dans un geste instinctif de protection. Le bruit métallique résonna dans le silence du désert comme un coup de feu. « Tu m'as ruiné,
continua Roberto en faisant un pas vers elle. Ses yeux étaient injectés de sang, non seulement par la colère, mais aussi par l'alcool qu'il avait consommé avant d'entreprendre ce voyage. Béatrice pouvait le sentir depuis où elle était agenouillée. Toute ma vie, j'ai dû supporter ta présence, tes besoins, ton existence. Sais-tu combien ça m'a coûté? As-tu une idée de tout ce que j'ai perdu à cause de toi? Les mots étaient comme des couteaux qui se plantaient dans le cœur de Béatrice. Chaque accusation était une blessure plus profonde que la précédente. Elle se rappelait chaque sacrifice qu'elle avait fait pour cet homme. Elle se rappelait les nuits sans sommeil quand il était un bébé malade. Elle se rappelait travailler en double shift à l'usine de vêtements pour pouvoir payer ses études universitaires. Elle se rappelait avoir vendu ses quelques bijoux, souvenir de son défunt mari, pour couvrir ses dettes de jeu quand Roberto avait 25 ans. Elle se rappelait tout, chaque moment d'amour inconditionnel, chaque décision qu'elle avait prise, mettant ses besoins avant les siens. Et maintenant, agenouillée sur l'asphalte bouillant d'une route déserte, elle se demandait si tout cela avait été en vain. Roberto essaya à nouveau. Sa voix à peine un murmure étouffé. « Je t'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que j'étais. Je ne t'ai jamais rien demandé en retour. Juste que tu m'aimes. Juste que tu m'aimes. » Roberto cracha les mots comme s'ils étaient du poison. « L'amour est pour ceux qui le méritent, mère. Et tu n'as jamais mérité le mien. Tu n'as jamais été plus qu'un fardeau, un poids mort que j'ai dû traîner toute ma vie. » Il s'approcha d'elle, levant la batte sur son épaule dans un geste menaçant. Béatrice ferma les yeux, se préparant au pire, mais le coup ne vint jamais. À la place, Roberto poussa un cri de frustration et frappa le capot de la voiture, laissant une bosse visible dans le métal brillant. « Regarde-moi » exigea-t-il, sa respiration haletante. « Regarde-moi et dis-moi que je ne suis pas un échec. Dis-moi que ma vie a un sens. Dis-moi que toute cette douleur, toute cette rage que je porte en moi n'est pas de ta faute. » Béatrice ouvrit lentement les yeux. À travers ses larmes, elle vit son fils, mais elle vit aussi le petit garçon qui se blottissait sur ses genoux pendant les orages, effrayé par le tonnerre. Elle vit l'adolescent inscure qui pleurait dans ses bras quand on le rejetait à l'école. Elle vit le jeune homme plein de rêves qui un jour lui avait promis de la rendre fière. Quand tout s'était-il brisé? À quel moment exact l'amour s'était-il transformé en haine? « Mon fils, dit-elle avec une tendresse qui défiait la cruauté du moment. Tu n'es pas un échec, tu ne l'as jamais été. Tu es mon fils, tu étais toi. » L'interrompit Roberto. Sa voix maintenant froide comme la glace. « Tais-toi une bonne fois. Je ne veux plus entendre tes mensonges, tes paroles vides. C'est fini. Tout est fini. C'est la dernière fois que je dois te voir, la dernière fois que je dois supporter ta présence pathétique. » Il se tourna vers la voiture, mais avant d'entrer, il se tourna vers elle une dernière fois. Son visage était un masque de pierre sans une trace de l'humanité qu'il avait autrefois habité. « Ici se termine notre histoire, mère, » dit-il avec une finalité qui laissait clair qu'il n'y avait pas de retour en arrière. « Ne me cherche plus, ne m'appelle plus. Pour moi, à partir de ce moment, tu es morte. Tu l'as toujours été, Roberto. » Non. Béatrice essaya de se lever, mais ses jambes, affaiblies par l'âge et le choc, ne répondirent pas. « S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Au moins, emmène-moi au village le plus proche. Je t'en supplie, mon fils. Je t'en supplie au nom de tout ce que tu as signifié pour moi. » Mais Roberto était déjà dans la voiture. Il ferma la porte avec une telle force que le bruit résonna comme un tonnerre dans le silence du désert. À travers le pare-brise, Béatrice pouvait voir son profil dur, implacable. Il ne la regarda même pas tandis qu'il allumait le moteur et mettait la voiture en marche. Les roues soulevèrent un nuage de poussière quand la berline noire démarra. Béatrice, encore agenouillée par terre, tendit une main tremblante vers le véhicule qui s'éloignait, comme si ce geste pouvait l'arrêter, comme si l'amour d'une mère avait le pouvoir de changer un cœur de pierre. « Roberto » cria-t-elle de toutes les forces qui lui restaient dans les poumons. « Roberto, mon fils, reviens, s'il te plaît, reviens. » Mais la voiture ne fit que rapetisser à l'horizon jusqu'à disparaître complètement, ne laissant derrière elle que la poussière suspendue dans l'air chaud et l'écho d'un cri que personne n'entendrait. Béatrice resta là, agenouillée sur l'asphalte pendant ce qui sembla des heures, mais qui n'était probablement que des minutes. Le soleil la frappait sans pitié, brûlant sa peau pâle, évaporant ses larmes presque aussi vite qu'elles tombaient. Le silence était absolu, assourdissant. Pas une seule voiture ne passait sur cette route isolée. Elle était complètement seule. Finalement, avec un effort qui lui coûta chaque gramme de volonté qui lui restait, Béatrice réussit à se lever.
Ses genoux protestèrent avec des craquements d'os vieux. Elle vacilla légèrement, étourdie par la chaleur et la déshydratation. Elle s'accrocha à la valise ancienne qui était à ses côtés, l'utilisant comme appui tandis qu'elle reprenait son équilibre. La valise baissa les yeux vers cet objet qui avait été le témoin silencieux de la scène la plus douloureuse de sa vie. La valise en cuir marron avec ses fermoirs oxydés et ses sangles usées. Roberto ne s'était même pas donné la peine de l'emporter. Il ne s'était même pas soucié assez pour vérifier ce qu'il y avait dedans. S'il l'avait fait, s'il avait ne serait-ce qu'une once de curiosité ou d'intérêt, sa vie aurait pris un tour complètement différent, car dans cette valise, cachée parmi les vieux vêtements et les souvenirs décolorés, il y avait 3 millions de dollars en liquide. Mais cette partie de l'histoire devrait attendre car à ce moment-là, Beatriz Mendoza avait des problèmes plus immédiats à résoudre. Elle était coincée au milieu du désert, sans eau, sans téléphone, sans aucun moyen de communication ou de transport. Le village le plus proche était à plus de 30 kilomètres. À son âge, avec la chaleur qu'il faisait, marcher cette distance était pratiquement une sentence de mort. Elle porta une main à son front, sentant la sueur se mélanger aux larmes sèches sur sa peau. Sa robe bleu clair était trempée de transpiration, collant à son corps fragile. Elle sentait sa bouche sèche comme du papier de verre, sa langue gonflée, elle avait désespérément besoin d'eau. Elle regarda autour d'elle, essayant d'évaluer sa situation avec la clarté que lui permettait le choc et le traumatisme de ce qu'elle venait de vivre. Dans une direction, la route s'étendait jusqu'à l'infini, disparaissant à un point minuscule où le ciel rencontrait la terre. Dans l'autre direction, plus de la même chose. Des deux côtés, seulement le désert, du sable, des roches, des buissons épineux et des cactus. Pas un signe de vie humaine, pas un bâtiment, pas une maison, rien. « Mon Dieu !» murmura-t-elle pour elle-même, sa voix rauque et faible, « Mon Dieu, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire. » C'était curieux, pensa-t-elle, comme dans les moments de plus grand désespoir, quand tout le reste échoue, l'être humain recourt à la prière. Béatrice n'avait pas été particulièrement religieuse pendant la plus grande partie de sa vie. Elle allait à la messe le dimanche plus par tradition que par vraie foi. Mais à ce moment-là, debout au milieu de nulle part, abandonnée par la seule personne qu'elle avait aimée inconditionnellement, elle sentait que Dieu était la seule chose qui lui restait. Elle ferma les yeux et pria, non avec des mots élaborés ou formels, mais avec le langage simple et direct d'un cœur brisé. « Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, » dit-elle à voix haute, s'adressant au ciel implacable. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter que mon propre fils me haïsse autant. Peut-être ai-je été une mauvaise mère, peut-être ai-je commis des erreurs que je ne peux pas voir. Mais s'il te plaît, Seigneur, s'il y a quelque chose de bon en ce monde, s'il y a quelque chose de juste, aide-moi à survivre à cette journée. Aide-moi à trouver le chemin de retour à la civilisation. Je ne veux pas mourir ici seule, abandonnée comme un chien. » Elle ouvrit les yeux et regarda la valise. Elle devrait l'emporter avec elle, peu importe son poids. Elle ne pouvait pas la laisser derrière. Non seulement pour ce qu'elle contenait que Roberto ignorait, mais parce que c'était l'un des derniers liens qu'elle avait avec son passé, avec les personnes qu'il avait aimées avant que tout s'effondre. Elle se baissa, ignorant la douleur aiguë dans le bas de son dos, et saisit la poignée en cuir de la valise. Elle pesait plus que ce dont elle se souvenait, beaucoup plus. Mais elle réussit à la soulever du sol avec un gémissement d'effort. « Eh bien, » se dit-elle à elle-même, essayant de rassembler du courage des profondeurs de son désespoir. « Je suppose que marcher est ma seule option. Si je reste ici, je mourrai certainement. Si je marche, j'ai au moins une chance. » Elle choisit une direction presque au hasard, la direction opposée à celle que Roberto avait prise. Elle ne savait pas si cela la menait vers un village ou plus profondément dans le désert, mais cela n'importait pas. Elle avait besoin de bouger, elle avait besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas rester paralysée par le traumatisme et la peur. Elle fit le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. Chaque pas était une bataille contre la douleur dans ses pieds, contre le poids de la valise, contre la chaleur étouffante qui semblait lui sucer la vie à chaque respiration. Mais elle continua à marcher tandis qu'elle avançait lentement sur le bas-côté de la route. Son esprit commença à remonter le temps, cherchant des réponses, cherchant à comprendre comment elle en était arrivée là. Les souvenirs commencèrent à affluer, certains doux, d'autres amers, mais tous teintés de la lumière douloureuse de ce qu'elle venait de perdre. 53 ans plus tôt, Béatrice avait rencontré Antonio Mendoza lors d'un bal du village. Elle avait 19 ans et travaillait à l'usine textile locale. Il avait 23 ans et était mécanicien dans l'atelier de son père. Il était beau, avec des yeux sombres qui brillaient quand il riait et un sourire qui pouvait illuminer une pièce entière. Ils tombèrent amoureux avec cette intensité qui n'est possible que dans la jeunesse,
quand le monde entier semble tourner autour de deux personnes qui viennent de découvrir que l'amour n'est pas seulement un mot, mais une force de la nature. Ils se marièrent 6 mois plus tard lors d'une petite mais belle cérémonie à l'église du village. Béatrice porta la robe de mariée de sa mère, retouchée et ajustée à sa silhouette mince. Antonio portait le seul costume qu'il possédait, repassé avec tant de soin qu'il semblait neuf. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient des rêves. Ils rêvaient d'une maison à eux, d'enfants qui rempliraient cette maison de rire, d'une vie simple mais heureuse. Et pendant quelques années, ces rêves semblèrent réalisables. Roberto naquit 2 ans après le mariage. Béatrice n'oublierait jamais le moment où elle le vit pour la première fois, petit, ridé, parfait dans son imperfection. Antonio pleura de bonheur quand le médecin lui remit son fils. « C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie », avait-il dit en regardant le bébé avec un émerveillement révérentiel. Ils furent de bons parents, ou du moins ils essayèrent. Antonio travaillait de longues heures à l'atelier pour subvenir aux besoins de sa famille. Béatrice quitta son travail à l'usine pour se consacrer à temps plein à Roberto, le nourrissant, le changeant, le berçant pour l'endormir, lui chantant des berceuses que sa propre mère lui avait chantées. Roberto était un enfant difficile dès le début. Il pleurait beaucoup, dormait peu et semblait constamment insatisfait du monde qui l'entourait. Mais Béatrice ne se plaignit jamais. Elle l'aimait avec une férocité qui la surprenait elle-même. Elle aurait donné sa vie pour lui sans y penser à 2 fois. Quand Roberto avait 5 ans, la tragédie frappa leur petite famille de manière inattendue et brutale. Antonio mourut dans un accident de voiture. Un conducteur ivre grilla un feu rouge et le percuta alors qu'il rentrait du travail par une nuit pluvieuse d'octobre. « Ton mieux était une merde », cracha Roberto. « Et maintenant, par-dessus tout, je dois continuer à entretenir une vieille inutile qui n'est même pas capable de se débrouiller seule. » Quelque chose se brisa en Béatrice à ce moment-là. Après toute une vie à endurer des insultes, des mépris et de la cruauté. Après avoir tout sacrifié pour un fils qui n'avait jamais apprécié rien de ce qu'elle avait fait, elle sentit enfin qu'elle n'en pouvait plus. « Alors, ne m'entretiens pas, dit-elle d'une voix étonnamment ferme. Je ne t'ai pas demandé de le faire. Je me débrouillerai seule comme je l'ai toujours fait. » Roberto la regarda avec surprise. Il ne l'avait jamais entendue lui parler ainsi. Elle avait toujours été soumise. Elle avait toujours accepté ses abus sans se défendre, mais quelque chose avait changé. « Bien, » dit Roberto après un moment de silence tendu. « Alors, rassemble tes affaires. Je vais te conduire chez ta sœur. » Béatrice n'avait pas de sœur. Sa seule sœur était morte il y a 10 ans d'un cancer. Roberto le savait parfaitement, mais Béatrice, fatiguée et vaincue, ne corrigea pas le mensonge. Elle acquiesça simplement et commença à paquer ses quelques biens dans la valise ancienne de sa mère. Elle n'avait pas grand-chose à emporter. Des vêtements vieux, quelques photos décolorées, un rosaire qui avait appartenu à sa grand-mère et l'argent, les 3 millions de dollars qu'elle avait gardés en secret pendant des années. L'argent avait sa propre histoire, une histoire que Roberto n'avait jamais connue et que Béatrice avait gardée jalousement. Il y a 15 ans, la mère de Béatrice était morte et lui avait laissé un héritage inattendu. Ce n'était pas une somme énorme à l'époque, seulement 200 000 dollars que sa mère avait économisés en travaillant toute sa vie et en vivant avec une extrême frugalité. Béatrice n'avait rien dit à Roberto de cet héritage. À ce moment-là, elle avait déjà appris que tout argent qu'il savait exister, il le réclamerait comme sien. Alors elle garda le secret. Elle investit l'argent sagement avec l'aide d'un conseiller financier honnête qu'elle avait rencontré par hasard. Elle investit dans quelques actions technologiques qui explosèrent en valeur pendant le boom digital. Elle réinvestit les gains, fut prudente, conservatrice, mais eut de la chance. L'investissement grandit exponentiellement. Quand elle vendit enfin toutes ses actions il y a 2 ans, elle avait 3 millions de dollars. 3 millions de dollars en liquide qu'elle garda dans sa valise, enveloppés dans des sacs en plastique scellés, cachés parmi des vêtements vieux qui semblaient sans valeur. Elle avait prévu de donner cet argent à Roberto éventuellement. Elle avait prévu d'attendre le bon moment, peut-être quand il montrerait ne serait-ce qu'une once de gratitude ou d'amour envers elle. Elle avait rêvé du jour où elle pourrait lui dire « Regarde, mon fils, tout ce temps j'ai gardé ça pour toi, pour assurer ton avenir, pour te montrer que j'ai toujours pensé à toi. » Mais ce jour n'était jamais arrivé. Et maintenant, marchant dans le désert sous le soleil brûlant, abandonnée comme une ordure au bord de la route, Béatrice se réjouissait de ne jamais lui avoir parlé de l'argent. Ses pas devenaient de plus en plus lents. La chaleur était insupportable et elle sentait que chaque respiration lui brûlait les poumons. La valise pesait comme si elle était remplie de pierres. Ses bras tremblaient de l'effort de la porter. Elle avait besoin de se reposer, mais elle savait que si elle s'arrêtait,
elle ne pourrait peut-être jamais se relever. Juste un peu plus, se murmurait-elle à elle-même. Juste un peu plus. Et peut-être quelque chose, un signe de civilisation. Mais le paysage ne changeait pas. C'était toujours le même désert interminable, la même route qui s'étendait jusqu'à l'infini, le même ciel bleu impitoyable, sans un seul nuage qui offre ne serait-ce qu'un moment d'ombre. Elle marchait depuis environ 1 heure quand elle entendit un bruit au loin. Au début, elle pensa que c'était son imagination, un tour de son esprit désespéré, mais le bruit se fit plus fort. C'était le ronronnement inconfondable d'un moteur. Une voiture approchait. Béatrice sentit une vague d'espoir qui faillit la faire tomber. Elle lâcha la valise et commença à agiter les bras frénétiquement, criant, bien qu'elle sache qu'il ne pouvait probablement pas encore l'entendre. « Ici. Ici. S'il vous plaît, arrêtez-vous, s'il vous plaît. » Le véhicule devint visible à l'horizon. Un point qui grandissait rapidement. C'était une vieille camionnette pick-up rouge, décolorée par le soleil et l'âge. Béatrice agita les bras plus fort, craignant qu'elle passe sans la voir, mais la camionnette ralentit, diminua progressivement sa vitesse jusqu'à s'arrêter complètement à côté d'elle. Béatrice sentit ses jambes presque céder de soulagement. La vitre du conducteur s'abaissa, révélant un homme âgé, probablement dans les 70 ans, avec une peau tannée par le soleil et des rides profondes autour d'yeux aimables. Il portait un chapeau de cow-boy usé et une chemise de travail bleu décolorée. « Madame, dit-il d'une voix rauque mais inquiète, êtes-vous bien ? Que diable faites-vous ici dehors au milieu de la chaleur ?» Béatrice essaya de parler, mais découvrit que sa voix avait disparu. Sa gorge était si sèche qu'elle ne put émettre qu'un son rauque comme du papier de verre frottant contre du papier de verre. L'homme comprit immédiatement, ouvrit la porte de la camionnette et sortit rapidement. Il était grand et mince, se déplaçant avec l'agilité de quelqu'un qui avait travaillé physiquement toute sa vie. Il s'approcha de Béatrice, la soutenant doucement par le bras quand il vit qu'elle était sur le point de s'effondrer. « Du calme, madame, » dit-il avec une tendresse qui fit monter les larmes aux yeux de Béatrice à nouveau. « Je vous tiens, ne tombez pas maintenant. Allons vous asseoir dans la camionnette. » Il la guida vers le véhicule et l'aida à monter sur le siège passager. L'intérieur était étonnamment frais grâce à la climatisation qui fonctionnait à pleine puissance. Béatrice se laissa tomber contre le siège avec un soupir de soulagement si profond qu'il était presque un sanglot. L'homme alla à l'arrière de la camionnette et revint avec une bouteille d'eau. Il l'ouvrit et la lui tendit. « Buvez, dit-il, buvez lentement, pas trop vite ou vous vous rendrez malade. » De petits gorgées. Béatrice prit la bouteille avec des mains tremblantes et but. L'eau était fraîche, délicieuse, la chose la plus merveilleuse qu'elle ait goûtée de sa vie. Elle dut faire un effort conscient pour ne pas la boire d'un trait. « Merci », réussit-elle à dire enfin, sa voix encore rauque mais fonctionnelle. « Merci. Merci. Vous n'avez pas à me remercier, » répondit l'homme en l'observant avec inquiétude. « Que s'est-il passé? Avez-vous eu une panne? Où est votre voiture ?» Les mots se mélangeaient devant ses yeux. Finalement, elle commanda le petit déjeuner spécial simplement parce que Rosa l'avait recommandé. Pendant qu'elle attendait sa nourriture, Béatrice regarda par la fenêtre, observant le village s'éveiller lentement. 2 hommes âgés entrèrent dans le café, saluant Rosa par son nom. Ils s'assirent au comptoir et commencèrent à discuter du temps, du bétail, de choses banales qui semblaient importantes dans cet endroit petit où peu de choses changeaient. La nourriture arriva, abondante et chaude. Béatrice mangea lentement, savourant chaque bouchée. La nourriture était simple, mais délicieuse, préparée avec soin et amour. C'était le genre de nourriture qui nourrissait non seulement le corps, mais aussi l'âme. Rosa s'approcha après un moment pour remplir sa tasse de café. « Tout va bien, chérie ?» demanda-t-elle. Et il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait que la question allait au-delà de la nourriture. Béatrice leva les yeux vers elle. Les yeux de Rosa étaient aimables, sans jugement. C'était le genre de personne qui avait probablement vu beaucoup de choses dans sa vie, qui avait entendu beaucoup d'histoires de voyageurs passant par son café. « Je ne sais pas, » répondit Béatrice honnêtement. « Je ne sais pas si tout va bien. » Rosa hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. « Parfois, la vie nous porte des coups durs, » dit-elle en nettoyant une table proche, bien qu'elle soit déjà propre. « Mais j'ai appris que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière si tu sais où regarder. »« Et où suis-je censé regarder ?» demanda Béatrice, sa voix chargée de toute la douleur qu'elle avait retenue. Rosa s'assit en face d'elle sans demander la permission, ce qui aurait normalement été impoli, mais qui semblait d'une certaine manière approprié. « Ça dépend de toi, chérie, dit-elle. »«
Mais je peux te dire une chose, moi aussi, j'ai eu mon moment de ténèbres. Il y a 20 ans, mon mari m'a quitté pour une femme plus jeune. Il m'a pris tout, la maison, les économies, il a même essayé de me prendre ce café. Je suis resté sans rien, seulement avec mon orgueil blessé et un cœur brisé. Elle fit une pause, regardant autour du café avec une expression de satisfaction. Mais regarde où je suis maintenant. J'ai récupéré cet endroit après avoir lutté au tribunal pendant 3 ans. Je l'ai transformé en quelque chose à moi, quelque chose dont je suis fier. Et mon ex-mari, eh bien, sa nouvelle femme l'a quitté 2 ans plus tard et maintenant il est seul et amer, tandis que je suis ici, heureuse avec ma vie. Béatrice écouta l'histoire, sentant une connexion avec cette femme qui avait aussi souffert de trahison, qui avait aussi été abandonnée. Mais je suis vieille, dit Béatrice doucement. J'ai 72 ans. Je n'ai pas le temps de reconstruire ma vie. Baliverne, répondit Rosa avec fermeté. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur ou au moins la paix. Mais tu dois décider que tu le veux. Tu dois décider que tu mérites quelque chose de mieux que de rester coincé dans la douleur. Ces mots résonnèrent en Béatrice. Elle méritait quelque chose de mieux. Toute sa vie avait été centrée sur les autres, d'abord Antonio, puis Roberto. Elle ne s'était jamais arrêtée pour penser à ce qu'elle voulait, à ce qu'elle méritait. Je ne sais pas comment, admit Béatrice. Je ne sais pas comment recommencer quand tout ce que je connaissais a disparu. Tu commences un pas à la fois, dit Rosa en se levant de la table tandis qu'un autre client entrait dans le café. D'abord, tu décides de rester ou de partir, ensuite tu décides ce que tu veux de la vie qu'il te reste, et après ça, tu vas après avec tout ce que tu as. Rosa alla servir le nouveau client, laissant Béatrice seule avec ses pensées et son café maintenant froid. Rester ou partir était une question simple mais profonde. Rien ne la retenait dans sa ville natale, sauf des souvenirs douloureux et un appartement vide. Roberto avait clairement dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle. Elle n'avait pas de travail, pas d'amis proches, rien qui la fasse sentir qu'elle appartenait à cet endroit. Mais ici, dans ce petit village, au milieu de nulle part, elle avait trouvé de la gentillesse. Thomas l'avait sauvée sans la connaître. Rosa lui avait offert de la sagesse sans la juger. C'étaient des étrangers qu'il avait traités avec plus de compassion en une journée que son propre fils en des années. Une idée commença à se former dans son esprit. C'était une idée folle, improbable, peut-être même impossible, mais plus elle y pensait, plus cela avait du sens. Et si elle restait ici? Et si elle utilisait l'argent de la valise non seulement pour survivre, mais pour vivre vraiment, peut-être pour la première fois de sa vie? Et si cet abandon dans le désert, cette trahison terrible, était en réalité le début de quelque chose de nouveau au lieu de la fin de tout? Elle termina son petit déjeuner, paya l'addition en laissant un pourboire généreux et marcha de retour au motel avec une détermination renouvelée dans ses pas. Elle passa le reste de la matinée dans sa chambre à réfléchir, à planifier, à imaginer des possibilités. D'abord, elle avait besoin de s'établir légalement dans le village. Cela signifiait trouver un endroit pour vivre, quelque chose de permanent. Ensuite, elle avait besoin de penser à quoi faire de son temps, comment contribuer à cette petite communauté qu'il avait déjà accueillie avec plus de chaleur que n'importe quel endroit où elle avait vécu auparavant. Vers midi, quelqu'un frappa à sa porte. Elle ouvrit pour trouver Thomas debout là, avec son chapeau à la main. « Béatrice, dit-il avec un sourire timide. J'espère ne pas déranger. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien, que vous n'aviez besoin de rien. » La gentillesse de cet homme faillit la faire pleurer à nouveau. Quand était la dernière fois que quelqu'un s'était vraiment soucié de son bien-être sans vouloir quelque chose en retour? Thomas, dit-elle en l'invitant à entrer. Je vais bien, grâce à vous. En fait, je pensais rester au village pour un moment, peut-être de façon permanente. Savez-vous s'il y a un endroit disponible à louer? Thomas se gratta le menton pensivement. Eh bien, dit-il après un moment, il y a une petite maison sur ma propriété qui est vide depuis que ma femme est morte. C'était son atelier d'art, un endroit où elle peignait. Ce n'est pas grand-chose, juste une pièce avec une petite salle de bain et une cuisine basique, mais c'est solide et il y a une bonne lumière. Il fit une pause, la regardant avec ses yeux aimables qui avaient vu beaucoup de souffrance et choisissaient encore de voir la bonté. Si ça vous intéresse, je pourrais vous la louer pour très peu, juste assez pour couvrir les services de base. À vrai dire, ça me ferait du bien d'avoir quelqu'un près de moi. La solitude peut être dure sur un grand ranch. Béatrice sentit comme si l'univers lui donnait un signe, comme si les pièces commençaient à s'emboîter de manière qu'elle n'aurait pas pu prédire. J'adorerais la voir, dit-elle, son cœur battant d'une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années.
Thomas la conduisit dans sa camionnette jusqu'à son ranch, qui était à seulement 15 minutes du village. C'était exactement comme elle l'avait imaginé, une terre aride mais belle, avec quelques têtes de bétail paissant au loin. Une maison principale en bois qui avait connu de meilleurs jours, mais qui avait encore du caractère et de la dignité. L'atelier de sa femme était derrière la maison principale, une petite structure en bois avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer le soleil. À l'intérieur, c'était parfait. Il y avait un lit, une petite cuisinière, un réfrigérateur vieux mais fonctionnel et une salle de bain avec douche. Les murs montraient encore des taches de peinture où la femme de Thomas avait travaillé sur ses toiles. « C'est parfait », dit Béatrice, se sentant chez elle pour la première fois depuis des décennies. « C'est absolument parfait. » Ils s'entendirent sur un loyer ridiculement bas, si bas que Béatrice insista pour payer le triple de ce que Thomas demandait. Il protesta, mais elle fut ferme. Elle avait les moyens de payer un prix juste et Thomas méritait d'être compensé correctement. Elle emménagea dans l'atelier cet après-midi-là. Elle n'avait pas beaucoup de choses à déménager, seulement la valise et les quelques biens qu'elle avait emportés avec elle. Mais tandis qu'elle déballait, plaçant ses photos sur le rebord de la fenêtre, accrochant ses vêtements dans le petit placard, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Les premiers mois au village furent d'ajustement et de découverte. Béatrice apprit les rythmes de cet endroit petit, si différent de la ville à laquelle elle était habituée. Elle apprit à apprécier le silence, l'immensité du ciel, la façon dont le temps semblait s'écouler plus lentement. Elle se lia d'amitié avec Rosa, visitant le café presque tous les matins pour le petit déjeuner et discuter. Rosa lui raconta plus sur sa vie, sur les défis qu'elle avait affrontés, sur comment elle avait trouvé le bonheur dans les choses simples. Un bon café, une conversation significative, la satisfaction de nourrir les gens. Elle se lia aussi d'amitié avec Thomas, qui s'avéra être un compagnon merveilleux. Ils partageaient des dîners dans la maison principale certaines soirées, cuisinant ensemble, parlant de leur vie passée, de leurs rêves non réalisés, des personnes qu'ils avaient aimées et perdues. Thomas ne posa jamais de questions sur son passé, ne pressa jamais pour des détails sur comment elle avait fini sur cette route déserte. Et Béatrice appréciait cette discrétion plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. 3 mois après son arrivée au village, Béatrice prit une décision importante. Elle sortit une partie de l'argent de la valise, 100 000 $, et approcha Rosa avec une proposition. « Rosa, dit-elle un matin quand le café était vide. J'ai réfléchi. Ton café est merveilleux, mais il pourrait être encore mieux avec quelques améliorations. Une cuisine plus grande, des tables neuves, peut-être un menu plus large. » Rosa la regarda avec curiosité. « Ce serait beau, » admit-elle. « Mais je n'ai pas le capital pour ce genre de rénovation. Je gagne à peine assez pour maintenir les choses en marche. »« Et si j'investissais dans l'affaire ?» proposa Béatrice. « Je ne veux pas être propriétaire, mais je pourrais être associé. Je fournirais l'argent pour les rénovations et les améliorations, et tu garderais le contrôle total du café. Je veux juste aider, et peut-être avoir un endroit où je peux travailler quelques heures par semaine. Ça me ferait du bien d'avoir quelque chose de productif à faire. » Rosa la regarda avec étonnement. « D'où tirerais-tu ce genre d'argent ?» demanda-t-elle. Non avec suspicion, mais avec une curiosité genuine. « Disons que j'ai eu de la chance avec quelques investissements, » répondit Béatrice, ce qui était techniquement vrai. Après y avoir réfléchi pendant une semaine, Rosa accepta l'offre. Les rénovations commencèrent le mois suivant. Elles embauchèrent des travailleurs locaux, injectant de l'argent dans l'économie du petit village. La cuisine fut agrandie, de nouvelles tables et chaises installées, les murs repeints, l'équipement mis à jour. Le grand jour de la réouverture fut un événement pour tout le village. On aurait dit que chaque résident était venu voir le café transformé. Rosa avait créé un nouveau menu avec plus d'options, incluant quelques plats traditionnels mexicains que Béatrice lui avait appris à préparer. Béatrice travaillait derrière le comptoir, servant le café, prenant les commandes, discutant avec les clients, et pour la première fois de sa vie, elle se sentait valorisée non pour ce qu'elle pouvait donner aux autres, mais pour qui elle était elle-même. L'affaire prospéra. Des voyageurs passant par le village commencèrent à s'arrêter au restaurant de Rosa, attirés par les critiques enthousiastes sur Internet. Le café devint un point de rencontre pour la communauté, un endroit où les gens venaient non seulement pour la nourriture, mais pour la compagnie, pour le sentiment d'appartenance. Béatrice continua à investir dans le village de manière discrète. Quand elle apprit que l'école locale avait besoin de nouveaux livres, elle donna de l'argent anonymement. Quand une famille perdit sa maison dans un incendie, elle paya secrètement pour la reconstruction. Quand le seul médecin du village avait besoin de nouveaux équipements pour sa petite clinique, elle s'assura qu'il l'obtienne.
Elle ne chercha jamais de reconnaissance pour ses actions. Le don avait toujours fait partie de sa nature, mais maintenant elle le faisait par choix. Non par obligation ou dans l'espoir de recevoir de l'amour en retour. 1 an après son arrivée au village, par une après-midi tranquille de printemps, Béatrice était assise sur le porche de son petit atelier, regardant le coucher de soleil. Les couleurs étaient spectaculaires, des oranges intenses, des roses vibrants, des pourpres profonds peignant le ciel au-dessus du désert. Thomas sortit de sa maison et s'assit sur la chaise à côté d'elle, 2 tasses de café à la main. Il en tendit une à Béatrice. « J'ai réfléchi, » dit Thomas après un silence confortable. « Je n'ai pas été aussi heureux depuis la mort de ma femme que je l'ai été cette dernière année, et je crois que c'est grâce à toi. » Béatrice le regarda surprise. « Je n'ai rien fait de spécial, » protesta-t-elle. « C'est exactement ce qui rend ça spécial, » répondit Thomas avec un sourire. « Tu n'essaies pas d'impressionner qui que ce soit ou d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu es juste toi-même, bienveillante, genuine, présente. » Il prit une gorgée de son café avant de continuer. « Béatrice, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie avant d'arriver ici. Je ne sais pas ce qui t'a blessé si profondément, mais je veux que tu saches que quiconque n'a pas pu voir ta valeur, qui n'a pas pu apprécier tout ce que tu es, est un idiot qui ne mérite pas une seconde de plus de tes pensées. » Les mots touchèrent quelque chose de profond en Béatrice. Pour la première fois, elle commença à considérer que peut-être l'abandon de Roberto n'avait pas été un reflet de son manque de valeur en tant que mère ou en tant que personne, mais de l'incapacité de lui à aimer, à voir au-delà de sa propre douleur et de son ressentiment. « Thomas, » dit-elle doucement, « puis-je te raconter une histoire ?»« Bien sûr, » répondit-il. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait sur le désert, Béatrice lui raconta tout. Elle lui raconta Antonio et sa mort prématurée. Elle lui raconta les années de lutte pour élever Roberto seul. Elle lui raconta tous les sacrifices qu'elle avait faits, tout l'amour qu'elle avait donné seulement pour le recevoir avec ressentiment et haine. Elle lui raconta ce jour terrible sur la route quand Roberto l'avait abandonné. Thomas écouta en silence, sans interrompre, son visage montrant de la compassion, mais pas de pitié. Quand Béatrice termina son histoire, incluant la partie sur l'argent dans la valise que Roberto n'avait jamais su exister, Thomas laissa échapper un long soupir. « Ce garçon est un idiot, » dit-il enfin. Un idiot aveuglé par sa propre douleur. Mais sa stupidité s'est transformée en ta bénédiction. Béatrice t'a libéré. Il t'a donné la chance de vivre pour toi-même pour la première fois de ta vie. Je t'ai abandonné dans ce désert il y a 8 ans. Je t'ai laissé là comme une ordure parce que j'étais si consumé par ma propre rage, par ma propre douleur, que je ne pouvais voir rien d'autre. Je t'ai blâmé pour tout ce qui n'allait pas dans ma vie. La mort de papa, notre pauvreté, mes échecs. C'était plus facile de te blâmer que d'accepter que j'étais l'architecte de ma propre misère. Toute ma vie, tu m'as offert un amour inconditionnel et je l'ai rejeté à chaque fois. Tu as travaillé jusqu'à t'épuiser pour me donner des opportunités et je les ai toutes gaspillées. Tu as vendu tes quelques possessions précieuses pour me sauver de mes propres erreurs et je ne t'ai même pas remercié. Et le jour où je t'ai abandonné, quand j'ai vu tes larmes, quand j'ai entendu ta voix me supplier de revenir, je n'ai rien ressenti, seulement une rage vide et la satisfaction de t'avoir enfin blessé, comme je sentais que tu m'avais blessé. Mais tu ne m'as jamais blessé, mère. Tu n'as jamais fait rien d'autre que m'aimer du mieux que tu pouvais. Et maintenant, après toutes ces années à vivre avec cette rage, à utiliser cette rage comme excuse pour chaque échec, chaque erreur, chaque moment de cruauté, je peux enfin voir que le monstre n'était pas toi, c'était moi. Ça l'a toujours été. J'ai passé ces derniers mois à essayer de me rappeler pourquoi je te haïssais tant. J'ai essayé de me souvenir d'une cruauté spécifique, d'un abus, d'une raison réelle pour justifier la façon dont je t'ai traité. Mais je ne peux pas, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'une mère qui m'aimait plus que je ne le méritais et un fils qui était trop aveugle, trop égoïste, trop brisé pour accepter cet amour. Et maintenant, c'est trop tard. Je ne cherche pas le pardon, je ne le mérite pas et je sais qu'il est trop tard pour n'importe quel type de rédemption. Je voulais juste que tu saches, même si tu ne lis jamais ça, que je comprends enfin, que je vois enfin ce que j'ai détruit. S'il y a une justice dans l'univers, tu es vivante et heureuse quelque part, ayant trouvé la paix que je n'ai jamais pu te donner. S'il y a un Dieu, je prie pour qu'il t'ait béni avec tout ce que tu mérites et plus. Et s'il y a quelque chose après cette vie, j'espère que tu pourras me pardonner éventuellement, même si je sais que je n'ai pas le droit de le demander. Je t'aimais, mère. Je sais que je ne l'ai jamais montré. Je sais que mes actions disaient exactement le contraire, mais quelque part au fond de moi, dans la partie de moi que je n'ai jamais laissé sortir, je t'aimais. Je ne savais simplement pas comment le montrer et maintenant, c'est trop tard pour apprendre. Je suis désolé, je suis tellement désolé.
Ton fils indigne, Roberto. Quand Béatrice termina de lire, les larmes coulaient librement sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de rage ou d'amertume. C'étaient des larmes d'une tristesse profonde et ancienne pour tout ce qui avait été perdu, pour tout ce qui aurait pu être. Je suis désolé, dit Lucia doucement. Peut-être que je n'aurais pas dû vous l'apporter. Non, répondit Béatrice en essuyant ses larmes. Tu as bien fait de me l'apporter. J'avais besoin de la lire. J'avais besoin de savoir qu'à la fin, à un certain niveau, il a compris. Elle plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Le pardonnes-tu ? Demanda Lucia. Béatrice considéra la question pendant un long moment. Le pardon est un mot compliqué, dit-elle enfin. Je ne peux pas oublier ce qu'il a fait. Je ne peux pas effacer la douleur qu'il a causée. Mais je peux me libérer du poids de porter cette douleur. Je peux choisir de ne pas laisser sa cruauté définir le reste de ma vie. Elle regarda sa petite fille, voyant en elle une opportunité pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas taché par le passé. Et je peux choisir de connaître mes petits-enfants si vous êtes prêts à me connaître. Lucia sourit à travers ses larmes. J'adorerais ça, dit-elle. Mon frère aussi. Il est à l'université maintenant, mais je lui ai écrit sur vous. Il est impatient de vous rencontrer. Alors, reste, dit Béatrice en prenant la main de Lucia. Reste quelques jours. Laisse-moi te montrer ce village, ces gens qui sont devenus ma famille, et raconte-moi ta vie, celle de ton frère, tous les années que j'ai perdues. Lucia resta une semaine. Pendant ce temps, Béatrice la présenta à toute la communauté. Rosa l'accueillit comme sa propre petite fille. Les résidents du village partagèrent des histoires sur Béatrice, sur toute la bonté qu'elle avait apportée à leur vie. Les après-midi, Béatrice et Lucia s'asseyaient sur le porche et parlaient. Lucia raconta son enfance difficile avec un père alcoolique et distant. Elle raconta comment elle et son frère s'étaient pratiquement élevés seuls, en se protégeant mutuellement. Elle raconta les défis qu'elle avait affrontés, comment elle avait travaillé 3 emplois pour payer l'université, comment elle était maintenant avocate et essayait de faire une différence dans le monde. Béatrice écoutait avec une fierté qu'elle n'avait jamais pu ressentir pour Roberto. Voici sa petite fille, qui avait hérité non de l'amertume et de la rage de son père, mais de la résilience et de la détermination à surmonter des circonstances difficiles. Tu me ressembles tellement, lui dit Béatrice un après-midi, pas en apparence, bien que je vois un peu de moi dans tes yeux, mais en esprit. Tu es une battante, comme moi. J'ai appris à me battre parce que je n'avais pas d'autre choix, répondit Lucia, mais j'aurais aimé apprendre de vous au lieu de devoir le découvrir par moi-même. Eh bien, dit Béatrice avec un sourire. Nous avons encore du temps. Peut-être pas autant que je l'aurais souhaité, mais nous avons maintenant. Et maintenant est ce qui compte. Quand vint le moment pour Lucia de partir, elle promit de revenir bientôt et d'amener son frère. Béatrice l'étreignit fort, versant dans cette étreinte tout l'amour qu'elle n'avait pas pu donner pendant toutes ces années perdues. « Je t'aime, grand-mère », murmura Lucia à son oreille. C'étaient des mots que Béatrice n'avait jamais entendus de Roberto. C'étaient des mots qu'elle avait désirés toute sa vie sans se rendre compte à quel point elle en avait besoin. « Je t'aime aussi, ma petite », répondit-elle, sa voix étouffée par l'émotion. Après le départ de Lucia, Béatrice s'assit sur le porche, tenant à nouveau la lettre de Roberto. « Je t'ai abandonné dans ce désert il y a 8 ans. Je t'ai laissé là comme une ordure parce que j'étais si consumé par ma propre rage, par ma propre douleur, que je ne pouvais voir rien d'autre. Je t'ai blâmé pour tout ce qui n'allait pas dans ma vie. La mort de papa, notre pauvreté, mes échecs. C'était plus facile de te blâmer que d'accepter que j'étais l'architecte de ma propre misère. Toute ma vie, tu m'as offert un amour inconditionnel et je l'ai rejeté à chaque fois. Tu as travaillé jusqu'à t'épuiser pour me donner des opportunités et je les ai toutes gaspillées. Tu as vendu tes quelques possessions précieuses pour me sauver de mes propres erreurs et je ne t'ai même pas remercié. Et le jour où je t'ai abandonné, quand j'ai vu tes larmes, quand j'ai entendu ta voix me supplier de revenir, je n'ai rien ressenti, seulement une rage vide et la satisfaction de t'avoir enfin blessé, comme je sentais que tu m'avais blessé. Mais tu ne m'as jamais blessé, mère. Tu n'as jamais fait rien d'autre que m'aimer du mieux que tu pouvais. Et maintenant, après toutes ces années à vivre avec cette rage, à utiliser cette rage comme excuse pour chaque échec, chaque erreur, chaque moment de cruauté, je peux enfin voir que le monstre n'était pas toi, c'était moi. Ça l'a toujours été. J'ai passé ces derniers mois à essayer de me rappeler pourquoi je te haïssais tant. J'ai essayé de me souvenir d'une cruauté spécifique, d'un abus, d'une raison réelle pour justifier la façon dont je t'ai traité. Mais je ne peux pas, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'une mère qui m'aimait plus que je ne le méritais et un fils qui était trop aveugle, trop égoïste,
trop brisée pour accepter cet amour. Et maintenant, c'est trop tard. Je ne cherche pas le pardon, je ne le mérite pas et je sais qu'il est trop tard pour n'importe quel type de rédemption. Je voulais juste que tu saches, même si tu ne lis jamais ça, que je comprends enfin, que je vois enfin ce que j'ai détruit. S'il y a une justice dans l'univers, tu es vivante et heureuse quelque part, ayant trouvé la paix que je n'ai jamais pu te donner. S'il y a un Dieu, je prie pour qu'il t'ait béni avec tout ce que tu mérites et plus. Et s'il y a quelque chose après cette vie, j'espère que tu pourras me pardonner éventuellement, même si je sais que je n'ai pas le droit de le demander. Je t'aimais, mère. Je sais que je ne l'ai jamais montré. Je sais que mes actions disaient exactement le contraire, mais quelque part au fond de moi, dans la partie de moi que je n'ai jamais laissé sortir, je t'aimais. Je ne savais simplement pas comment le montrer et maintenant, c'est trop tard pour apprendre. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Ton fils indigne, Roberto. Quand Béatrice termina de lire, les larmes coulaient librement sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de rage ou d'amertume. C'étaient des larmes d'une tristesse profonde et ancienne pour tout ce qui avait été perdu, pour tout ce qui aurait pu être. Je suis désolé, dit Lucia doucement. Peut-être que je n'aurais pas dû vous l'apporter. Non, répondit Béatrice en essuyant ses larmes. Tu as bien fait de me l'apporter. J'avais besoin de la lire. J'avais besoin de savoir qu'à la fin, à un certain niveau, il a compris. Elle plia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Le pardonnes-tu ? Demanda Lucia. Béatrice considéra la question pendant un long moment. Le pardon est un mot compliqué, dit-elle enfin. Je ne peux pas oublier ce qu'il a fait. Je ne peux pas effacer la douleur qu'il a causée. Mais je peux me libérer du poids de porter cette douleur. Je peux choisir de ne pas laisser sa cruauté définir le reste de ma vie. Elle regarda sa petite fille, voyant en elle une opportunité pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas taché par le passé. Et je peux choisir de connaître mes petits-enfants si vous êtes prêts à me connaître. Lucia sourit à travers ses larmes. J'adorerais ça, dit-elle. Mon frère aussi. Il est à l'université maintenant, mais je lui ai écrit sur vous. Il est impatient de vous rencontrer. Alors, reste, dit Béatrice en prenant la main de Lucia. Reste quelques jours. Laisse-moi te montrer ce village, ces gens qui sont devenus ma famille, et raconte-moi ta vie, celle de ton frère, tous les années que j'ai perdues. Lucia resta une semaine. Pendant ce temps, Béatrice la présenta à toute la communauté. Rosa l'accueillit comme sa propre petite fille. Les résidents du village partagèrent des histoires sur Béatrice, sur toute la bonté qu'elle avait apportée à leur vie. Les après-midi, Béatrice et Lucia s'asseyaient sur le porche et parlaient. Lucia raconta son enfance difficile avec un père alcoolique et distant. Elle raconta comment elle et son frère s'étaient pratiquement élevés seuls, en se protégeant mutuellement. Elle raconta les défis qu'elle avait affrontés, comment elle avait travaillé 3 emplois pour payer l'université, comment elle était maintenant avocate et essayait de faire une différence dans le monde. Béatrice écoutait avec une fierté qu'elle n'avait jamais pu ressentir pour Roberto. Voici sa petite fille, qui avait hérité non de l'amertume et de la rage de son père, mais de la résilience et de la détermination à surmonter des circonstances difficiles. Tu me ressembles tellement, lui dit Béatrice un après-midi, pas en apparence, bien que je vois un peu de moi dans tes yeux, mais en esprit. Tu es une battante, comme moi. J'ai appris à me battre parce que je n'avais pas d'autre choix, répondit Lucia, mais j'aurais aimé apprendre de vous au lieu de devoir le découvrir par moi-même. Eh bien, dit Béatrice avec un sourire. Nous avons encore du temps. Peut-être pas autant que je l'aurais souhaité, mais nous avons maintenant. Et maintenant est ce qui compte. Quand vint le moment pour Lucia de partir, elle promit de revenir bientôt et d'amener son frère. Béatrice l'étreignit fort, versant dans cette étreinte tout l'amour qu'elle n'avait pas pu donner pendant toutes ces années perdues. « Je t'aime, grand-mère », murmura Lucia à son oreille. C'étaient des mots que Béatrice n'avait jamais entendus de Roberto. C'étaient des mots qu'elle avait désirés toute sa vie sans se rendre compte à quel point elle en avait besoin. « Je t'aime aussi, ma petite », répondit-elle, sa voix étouffée par l'émotion. Après le départ de Lucia, Béatrice s'assit sur le porche, tenant à nouveau la lettre de Roberto. Elle la relut, cherchant entre les lignes quelque chose qu'elle avait peut-être manqué la première fois. Et ce qu'elle trouva fut ceci. Roberto avait été si consumé par sa propre douleur qu'il n'avait jamais appris à voir la douleur des autres. Il avait été si concentré sur ce qui lui manquait qu'il n'avait jamais apprécié ce qu'il avait. Et quand il s'en était enfin rendu compte, il était trop tard pour le corriger. C'était une tragédie, pensa Béatrice, mais ce n'était pas sa tragédie à porter. Elle avait passé trop d'années de sa vie à se sentir responsable du bonheur de Roberto,
de son succès, de ses échecs. Maintenant, enfin, elle pouvait lâcher cette responsabilité. Elle brûla la lettre cette nuit-là dans la cheminée en pierre que Thomas avait construite des années auparavant. Elle observa les flammes consumer les mots de Roberto, les transformant en cendres qui flottaient vers le haut et disparaissaient dans la nuit. Elle ne le fit pas avec rage ou vengeance. Elle le fit comme un acte de libération finale, une façon de lâcher le dernier vestige de la douleur qu'elle avait portée si longtemps. Les années suivantes amenèrent Lucia et son frère Marcos régulièrement au village. Ils développèrent une relation proche avec Béatrice, passant des vacances avec elle, l'appelant chaque semaine, la faisant partie de leur vie de manière que Roberto n'avait jamais permise. Béatrice expérimenta enfin ce que c'était d'être une grand-mère aimée. Elle assista à la remise de diplôme de Marcos à l'université. Elle fut là quand Lucia se maria avec un homme bon qui la traitait avec le respect et l'amour qu'elle méritait. Et quand naquit son premier arrière-petit-enfant, une fille nommée Béatrice en son honneur, elle sentit que son cœur pourrait exploser de bonheur. À 88 ans, la santé de Béatrice commença à décliner. Ce ne fut pas soudain, mais graduel, un lent affaiblissement qu'elle accepta avec la grâce qu'elle avait apprise au fil des ans. Rosa, maintenant aussi âgée mais encore pleine d'énergie, visitait tous les jours, apportant de la soupe et de la compagnie. Lucia et Marcos venaient aussi souvent qu'ils le pouvaient, amenant les enfants qui avaient appris à aimer leur arrière-grand-mère avec une intensité féroce. Une après-midi tranquille de printemps, quand les fleurs des cactus étaient en pleine floraison et que l'air sentait la terre humide après une pluie rare, Béatrice sut que son temps arrivait à sa fin. Elle n'avait pas peur. Elle avait vécu plus qu'elle n'avait espéré, et elle avait bien vécu. Elle avait aimé et avait été aimée. Elle avait fait une différence dans le monde. Elle avait touché des vies. Elle avait laissé le genre de legs qui comptait vraiment. Lucia était avec elle quand la fin arriva, tenant sa main comme Béatrice avait tenu celle de Thomas. « Ne pleure pas, ma petite », murmura Béatrice. Sa voix était faible, mais en paix. « J'ai eu une vie magnifique. Pas au début, peut-être, mais à la fin. Et c'est la fin qui compte, n'est-ce pas ? Vous allez me manquer énormément, dit Lucia, des larmes coulant sur ses joues. Et toi aussi, répondit Béatrice, mais nous nous reverrons, et quand ce sera le cas, j'aurai tant d'histoires à te raconter sur les personnes que j'ai revues. Ton arrière-grand-père Antonio, Thomas, tous ceux que j'ai aimés et perdus. Elle fit une pause, rassemblant ses dernières forces pour dire ce qu'elle avait besoin de dire. Prends soin de ton frère, prends soin de tes enfants, apprends-leur à aimer sans peur, à donner sans attendre rien en retour, à vivre avec bonté, même quand le monde est cruel. C'est la leçon que j'ai apprise trop tard, mais que je veux qu'ils sachent dès le début. Je le ferai, promit Lucia. Je le promets. Et Lucia, ajouta Béatrice, serrant faiblement sa main. Quand tu penseras à ton père, essaie de te rappeler qu'il souffrait aussi. N'excuse pas ce qu'il a fait, mais essaie de comprendre que les personnes blessées blessent les autres. Brise ce cycle. Sois meilleur que ce qu'il a pu être. J'essaierai, grand-mère, murmura Lucia. Béatrice ferma les yeux, sentant une paix profonde l'envelopper comme une couverture chaude. Elle vit des images de sa vie passer devant elle. Antonio riant, Roberto bébé, le désert où elle avait presque mouru, mais qui était devenu l'endroit où elle avait trouvé la vie. Thomas avec son sourire aimable, Rosa avec sa sagesse pratique, les enfants du village qui l'appelaient grand-mère. Et tandis que sa respiration ralentissait, devenait plus superficielle, elle pensa à la valise. Cette vieille valise avec ses 3 millions de dollars que Roberto n'avait jamais su exister. Elle avait été le catalyseur de sa transformation, le moyen par lequel elle avait pu reconstruire sa vie. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Ce n'était pas l'argent qui l'avait sauvée. C'était sa propre capacité à choisir la bonté plutôt que l'amertume, l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que le ressentiment. Roberto l'avait abandonnée en espérant la détruire, mais au lieu de cela, il l'avait libérée pour devenir la personne qu'elle avait toujours eu le potentiel d'être. Et cela, pensa-t-elle tandis que son dernier souffle quittait son corps. C'était l'ironie la plus douce de toutes. Béatrice Mendoza Miller mourut en paix, entourée d'amour, laissant derrière elle un legs qui toucherait des vies pendant des générations. Ses funérailles furent l'événement le plus grand que le petit village ait jamais vu, avec des gens venant de kilomètres à la ronde pour rendre hommage à la femme qui avait touché leur vie avec sa générosité et sa bonté. Elle fut enterrée à côté de Thomas sous un ciel vaste et bleu dans le désert qu'elle avait appris à aimer. Et sur sa pierre tombale, Lucia fit graver ces mots simples mais profonds. Béatrice Miller, mère, grand-mère, amie. Abandonnée, mais jamais vaincue. Elle a aimé inconditionnellement et vécu avec grâce. Son legs est l'amour. La Fondation Antonio Mendoza continua son travail,
financé par ce qui restait de l'héritage de Béatrice. Le restaurant de Rosa resta le cœur du village, un endroit où les gens se réunissaient non seulement pour manger, mais pour se connecter, pour partager des histoires, pour sentir qu'ils appartenaient. Et chaque année, à l'anniversaire de la mort de Béatrice, Lucia et Marcos amenaient leurs enfants au village. Ils s'asseyaient sur le même porche où Béatrice avait passé tant d'après-midi tranquilles et racontaient des histoires sur leur grand-mère extraordinaire qui avait transformé la pire trahison de sa vie en le début de son plus grand triomphe. Ils racontaient l'histoire du fils qu'il avait abandonné sans savoir qu'il laissait derrière lui une fortune. Ils racontaient comment elle avait utilisé cette fortune non pour se venger, mais pour bénir les autres. Ils racontaient les leçons qu'elle avait enseignées, non avec des mots, mais par l'exemple de sa vie. Et les enfants écoutaient avec de grands yeux, apprenant que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à la façon dont elle est traitée, mais à la façon dont elle traite les autres, apprenant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, apprenant que l'amour, le vrai amour, trouve toujours une façon de fleurir, même dans le désert le plus aride. C'est l'histoire de Béatrice Mendoza, une femme qui fut abandonnée avec une valise pleine de millions, mais qui découvrit que la vraie richesse n'était jamais dans l'argent. Elle était dans les connexions humaines qu'elle avait faites, dans les vies qu'elle avait touchées, dans l'amour qu'elle avait donné et reçu. Roberto pensait la punir quand il l'avait laissée sur cette route déserte, mais sans le savoir, il lui avait donné le plus grand cadeau de tous, la possibilité de vivre pour elle-même, de trouver son propre chemin, de découvrir qu'elle était complète et précieuse par elle-même, sans avoir besoin de la validation de quiconque. Et à la fin, quand tout fut dit et fait, quand les années passèrent et que les histoires furent racontées et re-racontées, il devint clair qui avait vraiment gagné et qui avait perdu. Roberto mourut seul, amer, plein de regrets pour les opportunités perdues et l'amour rejeté. Béatrice mourut entourée de personnes qui l'aimaient sincèrement, en paix avec son passé, satisfaite de son présent et sûre que son legs continuerait longtemps après son départ. La valise avec les 3 millions de dollars avait été importante, oui, mais pas de la manière qu'on pourrait penser. Elle n'avait pas acheté le bonheur, elle n'avait pas effacé la douleur, elle n'avait pas résolu magiquement tous les problèmes. Ce qu'elle avait fait, c'était donner à Béatrice la liberté de choisir, la liberté de décider qui elle voulait être, comment elle voulait vivre, quel genre de legs elle voulait laisser. Et elle avait choisi bien. Elle avait choisi l'amour plutôt que la haine, la générosité plutôt que l'égoïsme, le pardon plutôt que le ressentiment. Elle avait choisi la vie plutôt que la mort. Et ce choix, cette série de choix jour après jour, année après année, avait fait toute la différence. Alors, la prochaine fois que tu te sens trahi, abandonné, blessé au-delà de ce que tu crois pouvoir supporter, souviens-toi de l'histoire de Béatrice. Souviens-toi que même dans les moments les plus sombres, tu as un choix. Tu peux laisser l'amertume te consumer comme elle l'a fait pour Roberto, ou tu peux choisir de te lever, de secouer la poussière du désert de tes genoux et de marcher vers une nouvelle vie comme l'a fait Béatrice. Le choix est toujours le tien, et parfois, seulement parfois, les pires choses qui nous arrivent deviennent le catalyseur pour les meilleures transformations de nos vies. C'est la vraie leçon de la valise de 3 millions de dollars. La vraie valeur n'est pas dans ce que tu as, mais dans qui tu choisis d'être avec ce qu'on t'a donné. Maintenant, cher ami, si cette histoire a touché ton cœur comme elle a touché le mien en la racontant, je t'invite à laisser un like sur cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Raconte-nous dans les commentaires. As-tu déjà affronté une trahison qui t'a finalement mené à quelque chose de mieux? Quelle leçon de la vie de Béatrice a le plus résonné en toi? J'adorerais lire ton histoire. Et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour. Il n'est jamais trop tard pour être la personne que tu as toujours eu le potentiel d'être. On se voit dans la prochaine histoire. N'oublie pas de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. À bientôt et que la bonté t'accompagne toujours.